Voilà, donc nous allons démarrer. Donc bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Je suis donc Denis Félicité Zulma, chargé de projet, en charge du développement commercial au sein du département information sur les marchés. Je suis basé à Rungis, en France, au siège de l'association Coléadé depuis 35 ans maintenant. Ce bureau est situé sur le marché international de Rungis, à 10 km au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'un des plus grands marchés de gros au monde. Le département analyse des marchés vous remercie de votre présence pour ce nouveau webinaire consacré à l'étude sectorielle sur les agrumes, incluant les agrumes frais, orange, citron, variétés faciles à peler qu'on appelle en anglais easy peelers. Pas toujours facile de le traduire en français, pamplemousse et pomelo. Et puis nous verrons également les jus, orange et citron, et les écorces et huiles d'agrumes. L'objectif de ce webinaire est de faciliter la décision des entrepreneurs de la filière des agrumes, apporter toutes les informations nécessaires pour saisir les meilleures opportunités, notamment lors d'investissements dans une unité de production ou dans la valorisation et le tri des déchets. Et enfin, c'est d'évaluer la faisabilité d'une activité sur un marché donné en abordant à la fois les aspects techniques et les aspects de marché. Alors, sur les aspects, juste la slide avant, les aspects pratiques. Merci. Concernant les aspects pratiques, donc, nous informons que le webinaire est enregistré. La présentation et l'enregistrement vous seront transmis d'ici quelques jours. Votre micro a été désactivé le temps de la présentation. Il sera mis en fonction au moment des questions-réponses. Nous vous invitons à écrire vos questions dans le chat. Les collègues y répondront immédiatement. Nous y reviendrons lors de la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Pour le bon déroulement de cette session, lorsque vous prendrez la parole, nous vous demandons d'éloigner ou de mettre en silencieux votre téléphone portable ou toute autre sonnerie sur votre ordinateur. Et enfin, pour la prise de parole, il suffira de cliquer sur la petite main et de l'abaisser lorsque vous en aurez terminé. Voilà, donc sur l'agenda, euh, donc nous allons être ensemble pendant 45 minutes. Donc mon collègue Thiago Mendes da Silva, qui a récemment intégré l'équipe, donc va vous présenter le Coléadé et le département information sur les marchés. Puis ensuite, moi-même, je vous présenterai l'étude sectorielle agrumes. Et puis, enfin, nous aurons la séance de questions-réponses. Bien, Thiago, je te donne la parole. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le COLEAD comme son département d'études. Alors, commençons par le COLEAD, qui est connu comme le Comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement. C'est une association professionnelle privée à but non lucratif. Elle existe depuis plus de 50 ans et auparavant, elle s'appelait le COLEACP. Alors, notre mission dans ce cas est de mettre en place des activités à travers différents programmes pour renforcer la contribution de l'agriculture aux objectifs de développement durable. Et notre vision, qui est Growing People, vise à développer les personnes car elles sont essentielles pour le progrès de l'agriculture. Euh, Nos actions dans ce cas, elles visent à renforcer les compétences de ces personnes et de leur structure pour améliorer leurs capacités afin que ces groupes d'agriculteurs et autres puissent accéder durablement aux marchés nationaux et régionaux. Alors nos actions dans ce cas, elles sont guidées par la mise en pratique de nos valeurs qui incluent l'engagement, l'amélioration continue, la différence, la performance et même l'humanité. Dans ce cas, nous offrons un réseau d'entreprises, organisations professionnelles et d'experts engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable qui représente environ 500 membres. Dans ce cas, le COLEAD est une boîte à outils qui conçoit, gère et met en œuvre des programmes de développement, mais aussi nous gérons de nombreux programmes principalement d'assistance technique et d'information, dont le FFM+. Alors, avec qui travaillons-nous? Nos cibles principales sont les entreprises qui commercialisent sur les marchés nationaux et régionaux, mais aussi nous travaillons avec des entreprises, des prestataires de services, des centres de formation, des instituts de recherche
et les services publics représentés par les autorités. Alors, le COLEAD est actif dans plus de 50 pays, la plupart en Afrique subsaharienne, mais aussi dans la Caraïbe et le Pacifique, principalement dans le secteur des fruits et légumes frais. Alors, récemment, ces activités se sont étendues et de nouveaux pays et secteurs de l'agroalimentaire portant ainsi le nombre de cibles de pays à plus de 140 pays. Alors, pour plus d'informations, nous vous invitons bien sûr d'accéder à notre site internet qui vous donne beaucoup plus à savoir. Donc, pour parler un peu des centres de ressources du COLEAD. Ce centre de ressources repose sur plus de 25 ans d'expérience et de production de connaissances. À l'origine, le focus était plus sur la sécurité des aliments et depuis, les thèmes se sont élargis pour inclure la gestion de l'environnement, la production et la transformation des aliments et encore plus. Cela a permis de développer des méthodes de formation en cascade, reliant les experts extérieurs aux ressources internes des entreprises. Dans ce cas, le COLEAD a obtenu la certification ISO pour son système de gestion de la formation, et cela aussi démontre son engagement à développer les compétences par l'éducation, l'apprentissage et même la recherche. Cette norme est adaptée aux organisations de formation, quelle que soit leur taille ou méthode, et s'aligne aussi avec la vision du COLEAD qui est encore une fois faire grandir les personnes ou growing people. Alors, le COLEAD partage ses ressources en publiant un catalogue de formation couvrant plus ou moins 8 termes, incluant la gestion de l'environnement, la production durable, la sécurité sanitaire, le développement des affaires, la santé des plantes, la responsabilité sociale et encore plus. Ces ressources développées sur plus de 25 ans sont majoritairement accessibles librement avec certaines disponibles sur demande ou réservées aux membres et bénéficiaires des programmes COLEAD. Alors, les principales ressources disponibles incluent la bibliothèque électronique, qui donne accès aux guides et publications du département analyse des marchés. Bien sûr, l'étude sur les agrumes y est aussi disponible, mais aussi le e-learning, qui est une plateforme de formation avec des modules sur la gestion de l'environnement, les lois du travail, l'agriculture durable et plus encore. Les statistiques, qui sont des données interactives sur la production agricole et le commerce. Les règlements, qui est des informations via le programme Agrinfo, l'outil auto-évaluation et même les actualités. Maintenant, continuons vers l'approche holistique de l'action du COLID. Le prochain slide dans ce cas. L'approche holistique du COLID est une approche pour le développement de ces programmes, reposant sur trois piliers essentiels. Dans ce cas, le premier pilier est connu comme faciliter l'accès au marché. Le département d'information sur les marchés met à disposition des études de marche, les profils de marché et des données statistiques qui, en général, le courtage en recherche et innovation se concentre sur la mise en œuvre de recherches sur de nouvelles générations de produits phytosanitaires, l'exploration de nouvelles techniques de production et la veille réglementaire sur l'évolution de normes. Le deuxième pilier dans ce cas est connu comme renforcer les capacités et ce pilier vise à renforcer les chaînes de valeur grâce à l'assistance technique tant en ligne que sur le terrain et inclut également des formations professionnelles pour travailler directement avec les entreprises et leur personnel. Et finalement, le troisième pilier, c'est augmenter l'impact des activités. Ce dernier pilier valorise le succès des entreprises par le biais de webinaires organisés avec la PAFO, l'ICA et même le PIFON. Il englobe aussi la participation à divers programmes de recherche facilités par le département Réseau et Alliances et soutenus par le département Accès au financement pour le développement des entreprises. Enfin, ensemble, ces trois piliers est complété par les ressources digitales, notamment une boîte à outils accessible non seulement aux partenaires bénéficiaires de nos programmes, mais aussi à tous les acteurs des secteurs publics et privés qui soient membres ou non du COLID. Et voilà, c'est un peu une idée de l'approche holistique. Maintenant, parlant plutôt de notre département, le département d'analyse des marchés. Ce département est composé en ce moment de 5 personnes
Et nous collaborons avec un réseau d'experts indépendants ainsi qu'avec l'expertise de nos membres. Nous collectons et croisons des données que nous stockons sur une plateforme dédiée, permettant la création de tableaux interactifs, mais aussi nous suivons l'actualité du secteur agroalimentaire et partageons les informations et analyses recueillies lors de salons professionnels ainsi que via les réseaux sociaux. Nous réalisons des publications et rapports sur divers aspects du commerce et des filières que nous présentons lors des webinaires. Si vous êtes intéressé, la liste des prochains webinaires vous sera présentée à la fin de ce webinaire. Enfin, nous transformons ces données en analyse et en action, notamment par le biais de notre soutien au développement des affaires, en accompagnant les entreprises dans l'accès de nouveaux marchés et en facilitant des rencontres avec de nouveaux clients ou même fournisseurs. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler sur l'étude sectorielle des agrumes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thiago, pour cette présentation, introduction au Coléadé et ainsi aussi également sur les outils que nous développons et mettons à disposition et notre département. Alors, l'objectif de cette étude, je le mentionnais tout à l'heure, c'est de faciliter donc la décision des entrepreneurs des filières agrumes. Nous allons, à travers cette étude, fournir toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour vous permettre à ces opérateurs de saisir les meilleures opportunités, notamment lors d'investissements à faire ou futurs dans une unité de production, de valorisation, de tri et de déchets. Ainsi, donc, les chefs d'entreprise pourront évaluer la faisabilité d'une activité sur un marché donné. Et nous aborderons dans ces études les aspects donc, techniques et de marché. Donc, les produits couverts, comme vous voyez sur la slide, concerneront donc les agrumes frais. Donc, on verra l'étude sur ce secteur-là, puis ensuite les jus d'agrumes, et enfin l'huile et les écorces d'agrumes. Sur les sujets qui seront abordés donc, dans chaque chapitre, donc chaque secteur, il contient deux parties, une analyse économique qui inclut donc des données statistiques sur production, commerce, marché, avec un large éventail d'informations sur la demande et l'offre des marchés, donc sur les profils des clients, les prix, la réglementation et les normes. Et puis une analyse technique qui décrit l'organisation de la chaîne de valeur, logistique, acteurs impliqués, les enjeux. Et enfin, l'analyse des opportunités incluant donc les ingrédients du succès nécessaires à la décision d'investissement futur. Donc, passons directement sur le sujet des agrumes frais. Pendant le diapo suivante, s'il vous plaît. Pendant les 10 dernières années, donc, les exportations d'agrumes ont connu une croissance constante. Agrumes frais, la demande est très, très forte. La plus grande région importatrice est l'Europe, comme vous le voyez sur cette map monde, qui compte des pays producteurs tels que l'Espagne et l'Italie, mais il s'agit d'un fruit saisonnier, de sorte que pendant les mois d'été, les importations d'agrumes frais sont importantes, venant pour l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, et il en va de même pour l'Asie et l'Amérique du Nord. Et l'Asie est le deuxième plus grand importateur, avec également de grands pays producteurs comme la Chine, et la Chine continue elle-même d'importer beaucoup d'agrumes frais. En Europe, les pays comme l'Allemagne, diapositive suivante, la France et les Pays-Bas importent des volumes importants. Les Pays-Bas et la Belgique sont les principaux points d'entrée en Europe pour les agrumes. Ces pays réexportent ensuite une grande partie des fruits importés, comme par exemple en 2022, 90% des agrumes importés aux Pays-Bas ont été réexportés vers les pays de la région de l'UE. Alors, intéressons-nous à la tendance globale. Les importations donc d'agrumes augmentent en grande partie grâce aux fruits qu'on appelle les éplucheurs faciles, donc easy peelers, et examinons d'abord les différents fruits individuellement. L'orange, pendant la période de pandémie Covid-19, on a eu une augmentation notable de leur consommation, les consommateurs qui souhaitaient augmenter leur apport en vitamine C. Mais depuis cette période-là, le marché s'est stabilisé. Les tendances à l'importation montrent une demande plutôt stable, même si les principaux pays importateurs de l'UE et les États-Unis continuent à s'approvisionner en gros volume d'oranges fraîches
mais également en jus de fruits. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Concernant les citrons, la consommation est restée stable. Les changements de prix ne semblent pas avoir d'effet sur la demande. Les acheteurs ont l'habitude d'acheter régulièrement des citrons en petite quantité sans tenir compte des prix. Toutefois, nous observons des tendances dans l'industrie de restauration, les industries de bouche, et chez les consommateurs soucieux de leur santé, souhaitent ajouter des citrons à leur régime alimentaire. Il s'agit donc d'une croissance stable mais modérée. Concernant les agrumes qui s'épluchent facilement, les éplucheurs faciles, on va les appeler comme ça, il y a une demande croissante des consommateurs pour des agrumes qui sont pratiques et savoureux. Alors, on met dans cette catégorie les mandarines, les clémentines et autres agrumes utilisés comme en cas et dans les salades. Enfin, les pamplemousses ou pomelos c'est un secteur qui est plutôt en diminution. Ils sont moins populaires parmi la jeune génération car le fruit est considéré comme trop amer et parfois beaucoup ne savent pas comment le manger. Alors nous avons constaté que le secteur est en pleine croissance, mais quels sont les moteurs de cette croissance? Il y en a en fait quatre. Il y a quatre tendances. La santé, le bien-être, la praticité, la différenciation et le respect de l'environnement. Concernant la santé et le bien-être, la croissance du marché est propulsée par les préoccupations croissantes en matière de santé et une sensibilisation accrue aux avantages des aliments frais, en particulier des fruits, et on le voit et on le constate dans les pays émergents et pays développés. Les agrumes, en raison de leur teneur élevée en vitamine C, de leur faible teneur en calories et de leur teneur élevée en fibres, sont bien placés pour répondre à ces demandes. La prévention et le traitement du diabète, par exemple l'obésité, font l'objet de beaucoup d'attention à l'échelle mondiale. Leur côté pratique, nous avons constaté que les variétés d'agrumes faciles à éplucher connaissent une croissance rapide, ce qui s'explique en grande partie par le fait qu'ils sont petits et faciles à transporter et à manger. Les produits sont faciles à manger, à éplucher, pardon. Et donc, dans cette catégorie, il y a une préférence pour les fruits prédécoupés qui sont prêts à être consommés et aussi, et c'est la nouvelle tendance, à des fruits sans pépins qui offrent une expérience plus agréable. On trouve ces fruits sans pépins également pour les oranges, les clémentines et même les citrons. La différenciation, il y a des explorations faites par de nouvelles marques de fruits. Par exemple, Jaffa au Royaume-Uni associe le produit au biscuit à l'orange, par exemple. Les oranges et les clémentines sont disponibles avec cette nouvelle marque. Donc, on associe deux types de produits. En Allemagne, les oranges de marque Souci ont été introduites par le supermarché, l'enseigne de distribution Reway pour attirer l'attention sur la douceur et la saveur de cet agrume spécifique. Et les détaillants ont aussi introduit des mini-fruits ou des oranges de petite taille. Les innovations sont également en cours dans le secteur des agrumes. Par exemple, les oranges sanguines semblent être très prisées aujourd'hui par les marchés. Il y a de nouvelles variétés aussi qui voient le jour. Par exemple, une nouvelle variété d'orange qui est rayée avec une pigmentation plus foncée. Enfin, respectueux de l'environnement, ces fruits à calibre et à forme et apparence mélangées sont également mis en avant, comme par exemple par Waitrose au Royaume-Uni, qui a une marque de produits biologiques appelée Whole Good, qui produit des produits et légumes de taille étrange. Ces différents types d'oranges font partie de leur gamme. Cela reflète aussi la présence et également, ils proposent avec ce type de produits des nouveaux emballages compostables. Alors, la, sur, la surproduction mondiale a lieu lorsque tout va bien. Mais malheureusement, on constate que dans certains pays ou certaines régions sont confrontées à des défis à différents moments de l'année ou sur des périodes de plusieurs années. Par exemple, de nombreux pays sont confrontés à des conditions météorologiques défavorables. On l'a tous constaté, hein, sécheresse, phénomène El Niño. Le Brésil a été affecté par de très très fortes pluies au printemps et avec des conséquences négatives, bien sûr, sur la production de l'orange. Ces conditions défavorables développent des maladies, affectent les fruits tels que le verdissement des agrumes, la tache noire, le faux carpocaps, et cela donc nécessite des contrôles spécifiques, un renforcement des contrôles phytosanitaires
et qui, pour certains exportateurs, certains fournisseurs, sont absolument difficiles à appliquer. Cela signifie que certaines origines ou certains exportateurs ne peuvent plus exporter ces fruits en raison de contrôles phytosanitaires extrêmement stricts pour justement contrôler ces maladies, mais également les taux de pesticides, la traçabilité et des réglementations en matière de sécurité sanitaire qui deviennent plus draconiennes. Autre point, qui est la réglementation sur l'emballage. L'Union européenne a mis en place des règles et des réglementations strictes en matière d'emballage. La directive européenne sur les emballages et les déchets d'emballage exige que ces emballages soient réduits au minimum, ils doivent être conçus pour être réutilisés ou recyclés et doivent être exempts de substances dangereuses. Pour les producteurs d'agrumes, cela signifie d'adopter des solutions d'emballage durables, par exemple l'utilisation de matériaux recyclables ou compostables, avec une réduction dans l'utilisation de plastique. Certains importateurs et détaillants, donc enfin c'est pas certains, les importateurs et les détaillants sont responsables de s'assurer que ces agrumes sont emballés conformément à cette réglementation, et ce qui va donc inclure des modifications de pratiques d'emballage traditionnelles, telles que par exemple le passage de filets ou d'emballage en plastique à des alternatives à base de papier ou de biodégradables. Alors, quelles sont les opportunités et les défis? La demande d'agrumes augmente également dans les pays importateurs dits non traditionnels. Par exemple, il existe des opportunités commerciales régionales ou sur de nouveaux marchés tels que l'Asie. En Afrique, par exemple, le commerce des agrumes est assez limité, mais il a augmenté depuis la période pré-Covid. Pourquoi est-ce important? Parce que, par exemple, le commerce des pommes et des poires est beaucoup plus important que celui des agrumes. Donc, cela montre le potentiel et l'intérêt des fruits frais. Nous savons que les fruits importés font l'objet d'un contrôle qui s'applique à différentes tailles et formes de fruits. Par exemple, les oranges qui sont cultivées au Ghana sont généralement d'assez petits calibres et de couleur verte, mais elles sont achetées et vendues et consommées telles quelles. Il est donc possible d'avoir un fruit de marque, de jouer avec la marque, de se concentrer sur les avantages pour la santé, l'environnement, la variété, etc. Ensuite, nous savons que l'agriculture biologique est un marché de niche. Et compte tenu de l'engouement pour les produits plus respectueux de l'environnement, il peut s'agir d'une opportunité pour l'agriculture biologique. Même si le marché stagne, la demande existe. Et si vous parvenez à mettre des fruits biologiques sur le marché, il y a de fortes chances que vous trouviez un acheteur, des acheteurs. Enfin, comme on l'a déjà mentionné, ce sont les citrons, par exemple, sans pépins, et les agrumes facilement épluchables qui gagnent en popularité. Autre opportunité et challenge, bah, les défis aussi que rencontrent les entreprises, c'est les charges administratives et financières qui sont élevées du fait des exigences réglementaires importantes, une offre excédentaire au niveau mondial qui peut provoquer des baisses des prix en raison d'un chevauchement des saisons. Au niveau des pouvoirs d'achat des consommateurs dans un certain nombre de pays acheteurs, ben, ce pouvoir d'achat est mis à mal. Donc, ça pourrait avoir des incidences sur l'achat des produits ou sur leur vente. Et puis, il y a une exigence, une évolution, pardon, dans les exigences en matière d'emballage. Quels sont les ingrédients de succès? Et donc, nous allons. Alors, voici quelques ingrédients de réussite. Il est assez difficile d'entrer sur le marché et il faut mettre en place un certain nombre d'éléments pour garantir ce succès. D'abord, l'accès au marché est essentiel. Nous savons que le contrôle phytosanitaire et l'enregistrement des origines constituent un obstacle très efficace pour de nombreux nouveaux producteurs. Donc, vous n'êtes peut-être pas habitué à des systèmes réglementaires très stricts. Et pour exporter avec succès, disons vers l'Europe, des produits de haute qualité, il faut coordonner les efforts. Et le soutien des organismes gouvernementaux, des agences de réglementation, des associations professionnelles sont primordiales. Et donc, il faut travailler ensemble pour que les entreprises ne soient pas seules. Et donc, elles risquent de se heurter à de nombreux obstacles. Donc, il est essentiel de pouvoir compter sur ces différents partenaires. Le contrôle phytosanitaire systématique à chaque étape de la chaîne de valeur, avec un système de collecte de données, d'étiquetage. Le producteur a besoin d'un système en place dès le début pour s'assurer que les inspections sont effectuées de manière cohérente afin de garantir la conformité avec les marchés de destination.
Une stratégie d'investissement par étape, une entreprise qui souhaite automatiser, par exemple, un centre de stockage ou une reconversion à l'exportation, nécessite un investissement important. Et donc, elle doit envisager un investissement modulaire ou progressif dans l'automatisation. Elle pourrait commencer par un convoyeur, par exemple, avec triage et calibrage manuel, puis progressivement aller vers une automatisation de certaines parties du processus. Donc, elle doit concevoir des entrepôts modulables et elle doit faire appel à des fournisseurs d'équipements qui, eux, sont en capacité d'apporter des composants d'automatisation supplémentaires au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Les partenariats tout au long de la chaîne de valeur sont essentiels, de l'exportateur au transporteur, de l'importateur au détaillant. Il est important de permettre une communication au sein de cette chaîne et parmi tous ces acteurs. Ensuite, il faut considérer que les marchés à deux destinations sont aussi, peuvent être des marchés alternatifs. Si tout se passe bien, il pourrait y avoir une offre excédentaire d'agrumes, et cela pourrait se traduire par un effondrement de prix et par des réglementations en constante évolution sur les marchés de destination. Il est donc toujours utile d'avoir des marchés alternatifs. Lorsque l'on envisage le commerce, il est également utile d'avoir et de rechercher des marchés où les réglementations sont moins contraignantes, comme le commerce local ou régional. Lorsqu'on commence à exporter, il peut être judicieux de passer par des marchés à moindre risque, des risques liés aux barrières phytosanitaires, par exemple, qui suggèrent que les nouveaux venus sur ces marchés doivent aborder et essayer des marchés plus ou moins difficiles pour apprendre et se développer, et développer pardon, des compétences, et livrer de manière plus fiable ensuite sur des marchés plus importants et plus difficiles. Cela laisse le temps d'investir progressivement et d'apprendre le métier. Enfin, l'entreprise doit tenir compte du niveau de risque. Les conteneurs peuvent être rejetés pour diverses raisons. Et comme on l'a vu dans différents cas, euh, par exemple des problématiques avec l'Afrique du Sud, notamment sur l'Europe. Donc, il est important d'élaborer un plan de gestion de risque, de prendre en compte des changements climatiques, les épidémies. Il est important d'avoir donc des stratégies claires sur les manières de gérer les risques de ces situations. Donc là, maintenant, nous allons passer au jus d'agrumes. Donc le jus d'agrumes est consommé dans le monde entier. Mais le marché le plus important est celui de l'Union européenne et du Royaume-Uni, qui a consommé 17 millions et demi de litres de jus. À long terme, nous avons constaté une baisse en valeur et en volume sur les marchés des jus jusqu'en 2022. Donc entre 2012 et 2022, que ce soit en valeur et en volume, voilà, merci, cette importation ont diminué. Alors, quelles sont les tendances globales? Examinons donc ce qui motive les changements à long terme. Le premier constat est que le jus n'est plus perçu comme un aliment sain à consommer au quotidien. À cause de sa teneur élevée en sucre, il est désormais considéré comme un plaisir à savourer occasionnellement, notamment lors des petits déjeuners ou un brunch festif. Cela aura un effet à long terme sur la demande de jus, en particulier du jus d'orange. Et une sensibilité accrue au prix sur le marché, largement due au changement dans les revenus disponibles. La guerre en Ukraine et en Russie exerce une pression sur les coûts des intrants agricoles comme les engrais, ainsi que la crise énergétique en Europe, laissant ainsi moins d'argent à dépenser pour les plaisirs. Il y a l'aspect santé et bien-être qui a un impact à la fois positif et négatif sur la catégorie des jus. Il y a une demande croissante des produits naturels, produits purs, non altérés et bons pour la santé, avec des revendications spécifiques liées à la santé et au bien-être. Il y a un aspect de durabilité environnementale. Les consommateurs et les détaillants et les fabricants, surtout dans les marchés bien établis comme l'Union européenne, sont conscients de l'impact de leur consommation sur l'environnement. Ce qui concerne les jus, ils savent que les produits viennent de très loin, qu'ils subissent des transformations et que les méthodes agricoles affectent la fertilité et la santé des sols, que l'emballage a un impact sur l'utilisation des ressources et la production de déchets. L'hydratation, il y a un intérêt croissant pour la buvabilité des boissons, en particulier de l'eau. Et l'innovation dans les jus, c'est d'ajouter de l'eau ou du thé aromatisé qui se développe au détriment des jus purs.
Donc, on a effectivement d'autres marchés qui se développent avec, bien sûr, des marchés des eaux et du thé aromatisé, hein. C'est ça qui est mentionné. Ces tendances donc touchent également des marchés comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Ce sont des tendances importantes pour les entreprises qui cherchent à devenir des embouteilleurs de jus. Alors, il est très important que les fournisseurs de jus reconnaissent qu'il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement concentrée et très compétitive. Qu'est-ce que cela signifie? Nous savons qu'il y a quelques méga producteurs d'agrumes et des méga producteurs de jus d'agrumes qui fournissent des jus d'agrumes aux marchés mondiaux. Le Brésil, par exemple, se concentre presque entièrement sur les jus d'agrumes et a créé un secteur professionnel très organisé. Le Mexique est connu pour sa production de citron et d'orange et dispose également d'un vaste secteur très efficace qui approvisionne en grande partie le marché des États-Unis. L'Argentine et l'Afrique du Sud sont également de gros compétiteurs pour le citron et le pamplemousse respectivement. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une intégration verticale croissante du secteur des jus d'agrumes. Cela signifie que les producteurs, les transformateurs, les sociétés de logistique et les sociétés de commercialisation de l'Union européenne, par exemple, deviennent de plus en plus de grandes organisations homogènes. Certaines entreprises d'ingrédients alimentaires ont des exploitations agricoles, ont des unités de transformation. Et les nouveaux fournisseurs devront rivaliser avec ces secteurs qui sont intégralement verticaux, qui sont intégrés verticalement. Alors, les grandes entreprises ont beaucoup d'éléments qui se concentrent sur l'efficacité et la compétitivité. Par exemple, le Brésil a été le premier à introduire des camions-citernes pour le transport de jus d'orange à l'étranger. Ils sont en mesure d'éviter la mise en bouteille ou le conditionnement en boîte ou en carton. Ils acheminent le jus d'orange directement sur les navires et sont en mesure de congeler les produits qu'ils expédient de cette manière vers les États-Unis puis vers l'Europe. Il y a une crise à court terme dans les principaux pays producteurs en raison du changement climatique. Ça, il faut aussi en prendre en compte, dû par exemple aux ouragans, aux sécheresses en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des inondations, comme il y en a eu aussi en Afrique du Sud, les ravageurs massifs et les maladies. Tous ces facteurs peuvent être des facteurs de réduction de l'offre et qui font grimper les prix à l'échelle mondiale. Alors, quelles sont les opportunités et challenges? La combinaison des changements dans le cadre de dans la chaîne d'approvisionnement et les évolutions macroéconomiques ont révélé des opportunités importantes pour les fournisseurs. Alors, concernant le concentré de jus bio non transformé, en particulier dans des niches très spécifiques, comme les jus d'agrumes certifiés pour bébés, qui sont utilisés pour aromatiser les jus et collations pour bébés. Ce sont de petites niches encore inexploitées. Il y a un intérêt pour une production et une logistique respectueuse de l'environnement. Et celle-là progresse de manière importante. Selon l'enquête de l'Association internationale des fruits et légumes auprès de leurs embouteilleurs de jus, dans les années à venir, l'accent sera mis sur des emballages écologiquement durables, pratiques euh, et écologiquement durables avec des pratiques environnementales précises, avec une réduction des déchets, une préservation de l'eau et une utilisation de matériaux recyclables. Les embouteilleurs s'intéressent à ces pratiques car ils commencent à les promouvoir auprès des consommateurs. Les fournisseurs donc, se concentrent sur la diversification en devenant des entreprises de jus multiproduits avec les agrumes comme l'une des lignes de produits, avec la possibilité de se concentrer sur des niches à forte valeur ajoutée comme les jus de fruits tropicaux, en ajoutant ensuite des jus d'agrumes comme une ligne de produits supplémentaire. Autre opportunité et challenge, si vous voulez être compétitif sur ces marchés, diapositive suivante, vous serez confronté à 3 défis majeurs. Les concurrents, incroyablement efficaces comme le Brésil, ils ont des opérations incroyables et sont fortement intégrés dans les marchés finaux. Les coûts d'investissement dans la production de jus sont très élevés. Il faut compter plus de 4 millions de dollars pour une bonne ligne de production de jus plutôt qu'une ligne d'embouteillage. Et compte tenu de ce coût d'investissement élevé, il est très difficile de soutenir les opérations sur une seule gamme de produits, d'où l'intérêt de devenir des producteurs de jus multiples. Les fournisseurs sont donc
plus intéressés que jamais par des certifications HACCP, ainsi que certaines certifications spécialisées qui sont en train d'être introduites pour le secteur des jus. Enfin, tous ces facteurs sont donc importants à prendre en considération, de même que la question clé de savoir comment réaliser des économies d'échelle et atteindre une efficacité maximale à la lumière de ces facteurs mentionnés. Alors, quels sont les ingrédients de succès pour ce... Ah, il manque... Ah oui, quels sont Pardon. Quels sont les ingrédients de succès? Alors, il y en a plusieurs. Il faut vous considérer comme soit comme un embouteilleur, soit comme un producteur de jus, mais pas les deux. Donc, l'embouteillage nécessite des compétences spécifiques. Développement d'une marque, distribution d'emballage, etc. Ces compétences ne sont pas forcément compatibles avec celles nécessaires à la production de jus, qui demande une expertise en production multifruits, en approvisionnement et en sécurité alimentaire. Il y a l'accès au marché. Les entreprises de jus intégrées verticalement, on l'a vu, ont un accès facile au marché. Pour un nouveau fournisseur, vous devez donc trouver comment accéder au marché. Allez-vous former de nouvelles alliances avec de petites entreprises alimentaires ou des entreprises de jus présentes dans l'UE? Proposerez-vous une niche à forte valeur ajoutée recherchée par un embouteilleur ou un fabricant alimentaire afin de créer de nouvelles alliances avec eux? La transformation multifruits n'est pas seulement d'agrumes. La technologie utilisée pour la production de jus d'agrumes peut être employée pour une variété de fruits, comme par exemple la papaye et la mangue, avec peut-être un léger ajustement dans le séquencement du processus de production. Il y a nécessité d'une excellence dans l'approvisionnement. L'entreprise de production de jus doit être experte dans la recherche d'une gamme variée de fruits provenant de différentes régions pour assurer un flux constant de fruits pour le pressage. Il faut être également exceller dans l'opérationnalité. Exigence clé pour concurrencer les fournisseurs efficaces d'Amérique du Sud. Il faut s'assurer que l'usine fonctionne à 80% de sa capacité, que vous générez peu de déchets et que vous convertissez une grande partie de ces déchets en produits à valeur ajoutée, tels que des arômes, des huiles, de la pectine, etc. Nous allons le voir dans la prochaine étude. Et puis, il faut une bonne planification financière. Il est crucial de bien gérer les flux de trésorerie. Les entreprises doivent pouvoir supporter la période entre la passation des commandes, l'approvisionnement en matières premières et l'expédition des produits. Alors, voyons maintenant le dernier secteur, qui est celui des huiles et des peaux. Les écorces et les huiles d'agrumes sont des produits à valeur ajoutée qui sont généralement récupérés lors de la production de jus. Les huiles d'agrumes sont pressées à partir de l'écorce qui est riche en huile. Ces huiles contiennent des couleurs, des saveurs et des arômes concentrés qui sont très recherchés par les entreprises qui fabriquent des aliments, des boissons, mais aussi des produits cosmétiques et des produits ménagers. Sous la peau extérieure se trouve la couche intérieure, riche en fibres et en pectine. L'extraction de la pectine est bien connue à partir des écorces d'agrumes. La pectine est utilisée comme agent gélifiant des produits tels que les confitures et les gelées. L'écorce peut également être séchée et transformée en poudre et être utilisée dans d'autres industries telles que l'industrie alimentaire. En outre, les huiles sont également utilisées dans l'aromathérapie, des produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires. Alors, dans le processus de transformation des huiles et écorces d'agrumes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les écorces et les huiles, vous l'avez sur le schéma, peuvent être traitées de deux manières différentes. La première consiste à utiliser directement le fruit sans passer par la production de jus de fruits frais. Dans ce cas, les huiles, les pelures et les pépins sont utilisés directement à partir des fruits frais. L'autre méthode est similaire à la production de jus, c'est-à-dire que le jus de fruits est extrait, les huiles sont traitées à partir des pelures. Les pelures peuvent être donc utilisées avec les pépins et le marc, qui sont des matières solides, blanches, résiduelles de la production de jus. Alors, quelles sont les opportunités et défis pour ce secteur? Donc, ce marché est en pleine croissance. Et l'intérêt pour les huiles naturelles, les produits biologiques, la réduction des déchets est grand. Ce qui est vraiment important dans ce secteur, c'est la production d'huile naturelle. Dans ce secteur, les consommateurs recherchent activement des produits contenant des ingrédients naturels,
ce qui stimule la demande d'huile d'agrumes dans différents secteurs. Cette tendance est particulièrement marquée sur des marchés en Europe et l'Amérique du Nord, où les produits portent un label propre et sont très appréciés. Le bio, nous en avons parlé dans le secteur des produits frais, il s'agit d'un secteur de niche, mais il est particulièrement important dans la transformation des pelures et des huiles, car les pesticides influencent directement la qualité des huiles d'agrumes. Si les pelures contiennent des pesticides, elles doivent donc subir de nombreux traitements, ce qui augmente le coût et le temps de production. En général, les huiles biologiques sont recherchées, surtout lorsqu'il s'agit de bien-être et de santé. Et enfin, nous savons que l'approvisionnement doit être durable. C'est une tendance majeure, en particulier en Europe. Les consommateurs s'intéressent à l'origine de leurs aliments, aux conditions dans lesquelles ils sont produits, ainsi que leur impact sur l'environnement. Donc, les consommateurs sont de plus en plus conscients des conséquences environnementales et sociales de leurs achats et, de plus en plus préoccupés par les problèmes mondiaux tels que le changement climatique. Et donc, ils attendent une grande responsabilité sociale des entreprises. Alors, quels sont les autres défis auxquels les producteurs seront confrontés euh, sont liés au fait que l'industrie des agrumes est très compétitive. Il existe de grands fournisseurs de fruits frais et des producteurs de jus. Ces grands producteurs de jus transforment également les pelures et les huiles. Les grands producteurs brésiliens, par exemple, américains, espagnols, transforment tous de l'huile et des pelures. Il est donc très important d'établir des relations clés avec ces acheteurs et de faire en sorte qu'ils soient disponibles pour acheter les produits. Le défi est que les tendances mondiales changent souvent, et en particulier lorsqu'il s'agit de parfums. Même si les agrumes sont connus pour leurs parfums particuliers, de nombreuses entreprises cosmétiques s'inspirent souvent de la tendance du moment. La tendance botanique est à la mode et les agrumes ne le sont pas pour autant. Toutefois, les agrumes sont utilisés comme parfum de base pour de nombreux produits cosmétiques, mais pas comme parfum principal. Le prix des huiles et des écorces est fortement influencé par des facteurs d'approvisionnement. Et au cours d'une année normale, lorsque l'offre de fruits frais est suffisante, les volumes d'huile produite augmentent et les prix baissent. Cependant, de nombreux pays producteurs sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement, ce qui entraîne une modification des prix des huiles. Enfin, nous savons que le taux de conversion des huiles est faible. Il est de 0,3%, ce qui correspond à 3 kg pour une tonne de fruits. Les pelures donc, ont un pourcentage, alors que les pelures ont un pourcentage plus élevé, c'est-à-dire 30%. Mais leurs prix sont relativement bas. Et elles sont moins utilisées dans l'industrie que les huiles. Il peut être donc nécessaire de les transformer en pectine, mais cela demande plus de ressources et de temps. Quels sont les ingrédients de succès? L'un des principaux ingrédients de la réussite est d'avoir une entreprise de transformation de pelures et d'huile adjacente à la production de jus. Cela permet une production compétitive et d'avoir un portefeuille diversifié. C'est très utile pour gérer les risques et la diversification dans les pelures et les poudres de pelures, entre autres, est un moyen d'utiliser tous les fruits. Le marché biologique représente un marché de niche, mais en pleine croissance. L'offre d'agrumes biologiques reste limitée, mais la plupart des fruits sur le marché car la plupart des fruits sur le marché sont conventionnels. Par conséquent, le marché biologique est un secteur de croissance et qui peut être très attractif. Les consommateurs souhaitent des produits biologiques, car ils y voient là des avantages environnementaux et sociaux dans l'achat de produits biologiques. Pardon. L'autre ingrédient de la réussite est l'accès au marché. Cela s'applique tout particulièrement aux producteurs africains, car il s'agit d'un élément clé. Plusieurs stratégies clés doivent être améliorées pour garantir la viabilité à long terme du marché, notamment la réalisation d'études de faisabilité en amont, c'est-à-dire une véritable compréhension du marché. Comprendre si c'est faisable, c'est connaître les disponibilités des agriculteurs, les zones de production, la production saisonnière et les coûts. Il s'agit ensuite d'avoir une proposition de valeur forte, fournir des huiles de haute qualité ou des produits biologiques. Il s'agit d'une production durable et respectueuse de l'environnement, mais aussi une production certifiée. Les acheteurs recherchent des certifications qui ajoutent de la valeur au produit. Les acheteurs européens les recherchent également. Il est très important d'avoir des partenaires stratégiques. Si vous entrez sur un marché en ayant déjà des acheteurs et en entretenant de bonnes relations, vous avez plus de chances de réussir. Enfin, il faut une qualité élevée. Les exigences de qualité ne cessent d'évoluer. Il est donc important de comprendre ces exigences
Les producteurs doivent intégrer les normes et pour ce faire, il est important d'avoir une chaîne d'approvisionnement solide. Un délai relativement court entre récolte et production est nécessaire. Un délai plus court se traduit par une meilleure qualité des produits. Une gestion efficace de l'offre est donc essentielle et ce système de gestion de la qualité reste très important. Cela nécessite aussi sur la chaîne des tests rigoureux. Il se peut qu'une usine ou un site de production doivent acheter du matériel d'essai ou s'associer à des laboratoires locaux pour effectuer des essais en même temps que la production. Un autre aspect important est la normalisation des produits. Différentes régions, les différentes régions d'un pays peuvent produire des goûts différents. Il est donc important de standardiser en mélangeant des produits provenant de différentes régions et de différents lots. Enfin, il est important également, dans les ingrédients de succès, avoir un produit de niche de grande valeur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si, j'espère que cette présentation a été intéressante, claire pour vous. Si vous avez donc des questions, nous sommes prêts donc à y répondre. Alors, je pense que... Alors, il y a des questions dans le chat. Je pense que mes collègues... Alors, je regarde. Que... Alors, j'ai une question. Vous avez une question sur à la limite, qui, à la limite, lieu, met des barrières dans tarifaires au commerce des produits agricoles en Afrique. Donc là, j'ai mes collègues. Alors, il y a donc une question. Il est vrai et connu que dans l'Union européenne, les producteurs. Alors, c'est pour répondre à la question concernant donc les barrières non tarifaires. Je vais essayer de répondre aux différentes questions. Alors, est-ce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'essaierai. Nous allons de toute façon, si on ne répond pas à toutes les questions, essayer de les collecter. Nous enverrons avec la présentation donc les réponses. Alors, je réponds à une première question qui avait été posée donc, sur les barrières non tarifaires au commerce des produits agricoles venus d'Afrique. Donc, dans l'Union européenne, les producteurs espagnols disposent d'un groupe de pression organisé et influent. En tant qu'importante région productrice d'agrumes en Europe, ils s'inquiètent de la propagation des maladies et plaident en faveur d'une réglementation très stricte. Ces réglementations sont parfois contestées par des pays exportateurs tels que l'Afrique du Sud, qui les considèrent en effet comme une barrière non tarifaire au commerce. Le débat est effectivement en cours et en tant que COLEAD, nous essayons toujours de soutenir l'expression des inquiétudes de nos membres devant la Commission européenne. Voilà, donc voilà, ça fait partie des problématiques de concurrence au niveau international. Mais effectivement, et comme vous le savez, l'Afrique du Sud a mené ce débat jusqu'à l'OMC. Et donc, je dirais, aujourd'hui, ces instances sont en train d'instruire à ce niveau la problématique. Alors, quelles sont les conditions d'exportation de citron vert vers les Royaumes-Unis ou l'Union européenne? Alors, malheureusement, Monsieur Tourita, c'est vous qui posez cette question. Notre étude de marché n'a pas porté spécifiquement sur les citrons verts, mais les citrons verts euh, n'ont, je dirais, n'ont pas de règles ou de conditions d'exportation particulières. Voilà, elles suivent les mêmes, je dirais, problématiques avec les LMR à respecter, notamment sur les résidus de pesticides euh, et sur les aspects donc, phytosanitaires. Euh, Autre question. Je regarde dans le chat. Voilà. Alors, tac, tac. Quelles sont les conditions d'exploitation, voilà, ça a été dit. Est-ce que les oranges du Ghana ou les jus de cette origine se vendent bien dans l'UE? Alors, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, qu'il y avait un côté intéressant de ces produits ghanéens, c'est que ces produits sont
de calibres différents, de couleurs différentes, euh, et donc se vendent bien localement, se vendent bien régionalement, mais peuvent avoir une difficulté effectivement à se vendre dans le lieu. À ma connaissance, j'en ai jamais vu sur les marchés, mais il est possible que sur certains marchés ou marchés de niche, il y en ait. La problématique, j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence internationale avec des spécialistes d'agrumes, qui posaient la question de savoir comment on peut vendre des agrumes sur les marchés européens de couleur verte. Alors, vous savez que Cuba a réussi depuis plusieurs années à expédier ou à vendre des produits, des agrumes de couleur verte. Alors, ceci est une question de promotion et d'éducation du consommateur. Aujourd'hui, sur le marché européen, le consommateur est habitué à avoir un produit coloré, une orange, de couleur orange. Mais il se peut que, voilà, petit à petit, dans cette volonté de diversifier la gamme, des opérateurs qui souhaitent voilà, sortir un petit peu des sentiers battus, on ait de plus en plus ce type d'orange qui viennent sur le marché européen. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Euh, voilà. Ok. Sinon, le citron vert en abondance au Tchad. Ben, alors, le citron vert est un produit très, très consommé en Europe, hein. Bon, on n'a pas mis les éléments, mais le citron vert arrive surtout par les Pays-Bas, hein, ce sont des produits qui pas bateau. Le Mexique, le Brésil sont des origines très, très importantes, sont des origines concurrentes très fortes, et la distribution se fait via donc les pays importateurs européens qui ont une logistique et une distribution à travers l'Europe importante. Donc il y a un marché, mais voilà, c'est une exigence particulière en qualité, en calibrage, voilà, et je dirais en régularité sur la qualité des produits. Voilà, alors, si vous souhaitez nous poser d'autres questions, n'hésitez pas donc à nous contacter. Je crois que je sais pas si vous m'entendez bien, je crois que mes collègues ont mis donc le lien vers enfin, l'adresse email. Vous pouvez nous contacter à network@polyd.link et donc nous vous répondrons volontiers. Donc nous allons donc conclure, si vous le voulez bien, donc en vous remerciant vraiment d'avoir assisté à notre webinaire. Nous vous rappelons que, pardon, voilà. Nous vous rappelons donc qu'il y aura donc le prochain webinaire sera un point sur le secteur fleurs. Elle aura lieu donc le 5 novembre prochain. Et alors, voilà. Et puis nous vous invitons donc également à utiliser les différents liens pour nous d'abord suivre notre actualité. Vous pouvez aller donc sur la slide suivante le montre ces liens. Euh, donc pour suivre nos actualités à partir de notre site internet, allez et utiliser notre outil statistique. Il est vraiment à votre disposition. Vous avez également un tutoriel qui vous explique comment les utiliser. Notre e-bibliothèque, vous allez trouver toutes nos études précédentes. Et puis, les plateformes d'apprentissage à distance du ColéAD est à votre disposition. Il suffit de vous inscrire et d'ouvrir un compte. La réglementation à travers la plateforme Agrinfo, utiliser la newsletter pour être au fait des plus récentes évolutions de la réglementation, voire même participer aux commentaires que vous pourrez apporter sur les nouvelles réglementations euh, qui sont en gestation, voilà, qui sont en devenir. Bien, bah écoutez, merci pour votre attention. Voilà, et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à très bientôt de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Merci.